Alors, pourquoi le mur de Berlin a-t-il vraiment été construit? Pour le comprendre, on va déconstruire ce symbole immense de la guerre froide. Et tout ça, ça commence avec un seul indice, une simple affiche de propagande. Alors voilà, en 1961, l'Allemagne de l'Est donne sa justification officielle. Le mur, c'était leur réponse. C'est la toute première pièce du puzzle qu'on va assembler. Et ce n'est pas tout, ils lui ont même donné un nom officiel, le mur de protection antifasciste. Le message se voulait limpide, c'était une barrière défensive pour se protéger d'une menace qui viendrait de l'extérieur. Mais bon, ça soulève tout de suite des questions, non? Une réponse à quoi, au juste? Et un mur pour se protéger de qui, exactement? Parce qu'entre la propagande et la réalité, eh bien, il y a souvent un fossé. Ok, alors creusons un peu. Derrière cette façade, cette propagande, il y avait en fait une crise existentielle pour l'Allemagne de l'Est, la RDA. Et au cœur de cette crise, il y a ce chiffre, 2,7 millions. C'est le nombre de personnes qui ont fui l'Allemagne de l'Est entre 1949 et 1961. Et la plupart sont passés par où? Par Berlin, où la frontière était encore ouverte. C'était plus qu'une fuite, c'était une véritable hémorragie. Et attention, on ne parle pas d'un petit goutte-à-goutte, non, c'était un flot ininterrompu. Chaque année, des centaines de milliers de personnes s'en allaient. On voit bien ce pic énorme en 1953, juste après la répression d'un soulèvement ouvrier. Le pays était en train de se vider, littéralement. Mais le plus grave, ce n'était pas seulement le nombre, c'était qui partait. C'était souvent les plus jeunes, les plus diplômés, les professionnels qualifiés, bref, les forces vives du pays. C'est ce qu'on a appelé la fuite des cerveaux. La RDA était tout simplement au bord de l'effondrement, à la fois économique et social. Et cette émigration, c'était une protestation silencieuse mais incroyablement puissante. On a appelé ça « voter avec ses pieds ». Il y a une citation, trouvée sur Internet, qui résume la situation de manière assez brutale. La RDA avait le choix, arrêter d'être un régime pourri ou perdre la plupart de ses habitants. Pour éviter les deux, ils ont simplement emprisonné leur population. C'est direct, mais ça résume parfaitement le dilemme du régime. Et bien sûr, une crise pareille ne pouvait pas rester locale. Très vite, c'est devenu une énorme tension internationale. Et Berlin s'est retrouvé au cœur d'un bras de fer ultra risqué entre les deux superpuissances de l'époque. Tout s'accélère à partir de 1958. Le dirigeant soviétique, Khrouchtchev, pose un ultimatum. Il exige que les forces occidentales quittent Berlin. S'ensuivent des années de tensions extrêmes. Les discussions diplomatiques n'aboutissent à rien. Et puis, en juin 1961, il y a ce sommet, glacial, entre Kennedy et Khrouchtchev. C'est un échec total. La voie diplomatique est dans une impasse. L'action devient inévitable. Et cette action, elle va être soudaine, elle va être brutale, elle va changer le visage de Berlin et même du monde pour les 30 années à venir. Il faut imaginer le choc. Le 12 août 1961, on pouvait encore traverser la ville d'est en ouest avec un simple ticket de métro. Le lendemain au réveil, tout a changé. La ville est coupée en deux. Des barbelés, des blocs de béton, des gardes armés partout. C'est la fin d'une ère, du jour au lendemain. Tout s'est déroulé avec une efficacité militaire redoutable. Au milieu de la nuit, les rues, les voies ferrées vers Berlin-Ouest, tout est bloqué. Des milliers de soldats commencent à dérouler des kilomètres et des kilomètres de barbelés. Et cette clôture, qui se voulait temporaire, est très vite remplacée par un mur, un vrai mur de béton. Ce mur, évidemment, est devenu bien plus qu'une simple frontière en béton. Il est devenu le symbole d'un monde fracturé, d'un monde divisé en deux blocs. Et c'est 2 ans plus tard, en 1963, que le président Kennedy vient à Berlin-Ouest. Et là, il va prononcer un discours qui va complètement changer la perception du mur. Il dit ceci: « La liberté rencontre de nombreuses difficultés, et la démocratie n'est pas parfaite. Mais nous n'avons jamais eu besoin de construire un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. » Et avec ces mots, le sens du mur bascule. Ce n'est plus une frontière, comme le prétendait la propagande est-allemande. C'est un aveu d'échec, visible par le monde entier. Le maire de Berlin de l'époque parlera même d'une offense contre l'humanité. Une cicatrice qui sépare des familles, qui sépare tout un peuple. Et Kennedy termine son discours avec cette phrase qui va entrer dans l'histoire et qui va faire de Berlin-Ouest le symbole planétaire de la lutte pour la liberté. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire ces mots « Ich bin ein Berliner ». Le mur, on le sait, est tombé en 1989. Mais ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Quels sont les murs, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, qui continuent de diviser notre monde ?